Camerounais, Camerounaises, chers leaders du changement, mesdames et messieurs, nous sommes à l'aube d'une ère assez particulière de l'histoire du monde, à cette période même du XXIe siècle. Le regard critique que nous jetons sur le monde aujourd'hui nous démontre à suffire que les pays sont en train de se redéfinir. Les hommes et les femmes osent de nouvelles technologies qui développent une sorte de lutte vers la domination du plus fort sur le plus faible, notamment la compétition des nations les plus parfaites et les plus en vue sur les autres. Chaque domaine d'expression de ces critères de choix se définit et se raffine au jour le jour par les peuples de ces différentes nations. Les regards critiques sont braqués sur le monde, les jurys et les spectateurs sont époustouflés par les stratégies qui leur sont présentées. On peut ressentir un remue-ménage de questionnements se faire dans tout le globe terrestre parce que la saison l'impose et il n'y a que ceux qui suivent l'évolution du monde qui se positionnent et essaient de tirer leur épingle du jeu. Chaque pays a son histoire et son heure de gloire. Et je pense humblement que le Cameroun, mon cher et beau pays, ne saurait ne pas faire partie de cette mouvance de réflexion, pas avec de telles vagues de changements qui secouent le monde actuellement au point où même certains pays en Afrique, dont on ne pouvait se douter d'une telle prise de conscience et d'éveil, en ont pris conscience. Au vu de ce tournant inévitable que prendra l'histoire du Cameroun, il serait inapproprié pour moi de ne pas saisir une opportunité aussi historique que celle qui m'est présentée en ce jour, 1er janvier 2025, année tant attendue par les Camerounais et les Camerounaises, afin de m'adresser à l'auguste auditoire que vous êtes. Chers fils et filles, chers frères et sœurs, chers parents, chers peuples camerounais. Notre pays, ce grand et beau pays, a vu naître en son sein, depuis plusieurs millénaires pratiquement, des hommes et des femmes qui ont afflué de plusieurs coins du monde et se sont installés en particulier sur les terres du Septentrion pour ce qui est des nordistes, du côté de l'ouest et du nord-ouest pour le peuple des Grassfields, du littoral et du sud-ouest pour les Sawa, du centre pour les Ekans, de l'est pour les Pygmées qui sont selon l'ordre de préséance les premiers occupants de ce pays, du sud pour les Boulous et les Goumba et partout dans le territoire. Par leur amour, leur idée innovante, leur talent, leur sens de l'hospitalité, leur action humanitaire multiforme, ils ont bâti ce pays non seulement en le peuplant exponentiellement avec autant d'enfants, mais aussi en posant les jalons en ce qui concerne la répartition, l'harmonisation et la gestion du patrimoine national de toutes formes. Ces hommes et femmes ont versé leur sang, ont coulé leur sueur, ont donné de leur temps, de leur ingéniosité pour la fondation de ce pays, en le bâtissant de leurs mains quand la technologie n'était pas accessible. Ils ont bâti des maisons de leurs mains, construit des huttes pour couvrir leur famille contre le froid et le soleil. Ils ont fait ce qu'il fallait à leur époque pour assurer l'équilibre et l'harmonie et leur cohabitation dans le concept de cohésion sociale, de l'intégrité et de l'unité nationale, caractérisé par le mariage intercommunautaire et interethnique entre familles, amis et connaissances, ce qui a eu pour résultat le vivre ensemble. Ce n'est pas tout. Ces ancêtres du Cameroun ont vu naître d'autres pays. Ils ont pris soin d'aider plusieurs pour leur développement socio-économique. Ces pays qui n'étaient rien hier, aujourd'hui, grâce au soutien et aux multiples actions de ces ancêtres, sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui des pays hautement développés. En dépit de tout ce que notre pays continue de subir comme difficultés, défis endogènes et exogènes, il continue de nourrir des grandes nations et de pouvoir à leur développement sans pour autant être en inspection totale. Sauf que cette situation ne saurait perdurer. Même Son Goku a fini par mourir. Cette vision de ces hommes et femmes pour un Cameroun prospérant, par ses propres réalités et leur volonté d'atteindre ces objectifs, s'est heurtée à l'opposition sauvage du système colonial qui ont posé, à contrario, leur propre système qui a conduit aux assassinats de toute résistance intérieure. Conséquence, des leaders y ont laissé leur vie, ce que nous appelons aujourd'hui les martyrs de l'indépendance du Cameroun. Il s'agit de Charles Atangana, né vers 1883 à Yaoundé et meurt en 1943 à l'âge de 60 ans. Douala Mangabel, né en 1873. Martin Paul Samba, né vers 1875, près de Bolova et exécuté le 8 août 1914 à l'âge de 39 ans. Ruben Oumniobe, né en 1913, assassiné par les troupes françaises le 13 septembre 1858 à l'âge de 45 ans.
Ernest Ouandié, né en 1914, mort fusillé le 15 janvier 1971 à l'âge de 57 ans. Félix Moumié, en 1925, est mort empoisonné le 3 novembre 1960 à l'âge de 35 ans. Ce sacrifice de sang pour la libération de notre mère patrie aboutira le 1er janvier 1960 à la proclamation de l'indépendance du Cameroun. Jeune État à la tête duquel fut élu son Excellence M. Amadou Ahidjo, premier président de la Première République de regrettée mémoire. Toutefois, cette indépendance a passé officieusement 76 ans sous domination coloniale. Son action à l'époque va se heurter, comme celle de ses homologues du précaré français d'Afrique, au contexte aussi troublant, froid, délicat et contraignant qu'était le système colonial mis en place. Et donc, même l'homme le plus habile, le plus futé, le plus intelligent, n'aurait peut-être pas pu se mouvoir par lui-même, car les conditions étant assez sensibles le prédisposaient déjà à beaucoup de difficultés et de potentielles mauvaises décisions. Face à cette oppression systématique, son Excellence M. Amadou Ahidjo aura l'audace de prendre sa plume pour écrire l'histoire de la première gouvernance de son pays, notre pays, le Cameroun. Concept qu'il va conduire et concrétiser sous un matraquage esclavagiste du contremaître, cela va sans dire que parlant de l'indépendance n'est vu que de l'esprit. En effet, durant ces 22 années de règne, le père de la nation, comme on l'appelait affectueusement, va batailler durement pour faire du Cameroun un pays prospère à plusieurs égards, politiquement, diplomatiquement, économiquement, socio-culturellement. Sur le plan politique, de l'État fédéral qui sera mis sur pied le 1er octobre 1961 pour la réunification des deux États fédérés, Cameroun oriental et Cameroun occidental, il va conduire le Cameroun à l'unification pour un État unitaire, né le 20 mai 1972. Passant ainsi de l'État fédéral à l'État unitaire, d'où la République unie du Cameroun. Dès cet instant, le concept de l'unité nationale sera proclamé pour matérialiser le drapeau du Cameroun, qui était frappé de 2 étoiles d'or sur la bande rouge et modifié à 1 étoile d'or sur cette même bande rouge et symbolisant ainsi l'unité nationale. C'est par un décret présidentiel de notre actuel chef de l'État datant de l'année 1984 que la République unie du Cameroun sera désormais République du Cameroun. Sur le plan diplomatique, il a joué un rôle de leadership dans la création et le soutien dans l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, fondée en 1963. Il a été un fervent défenseur de la décolonisation en Afrique. Il a soutenu les mouvements de libération en Afrique du Sud, en Angola, en Mozambique, au Zimbabwe. Il a contribué à la condamnation de l'apartheid. Sur le plan socio-économique et culturel, à sa démission le 4 novembre 1982, le chef de l'État, son Excellence Amadou Ahidjo, de regrettée mémoire, va déclarer à la nation camerounaise tout entière qu'il laisse un pays politiquement, économiquement, socialement et culturellement sain et uni. Par la même occasion, il a aussi invité le peuple camerounais à soutenir son successeur constitutionnel. Pour preuve, son successeur constitutionnel, actuel président de la Deuxième République du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya, dans son discours de sa prestation de serment le 6 novembre 1982, avait confirmé et réaffirmé la situation saine de la politique socio-économique et culturelle qu'il a léguée à sa gouvernance. Quelques réalisations des œuvres de ce grand chef d'État sont connues de tous et font encore parler d'elles, bien que absentes pour certaines aujourd'hui. Sur le plan économique, la SNH, Société nationale des hydrocarbures, créée en 1977 pour gérer l'exploitation du pétrole. La Sonara, créée en 1973 pour gérer la raffinerie du pétrole et pour la production des produits pétroliers locaux. La CDC, Cameroun Development Corporation, créée en 1945 pour gérer les plantations de cacao, de café et d'autres produits agricoles. La SNEC, fondée en 1967 pour gérer et distribuer l'eau potable dans les grandes villes du Cameroun. Cimencam, société des ciments au Cameroun pour développer l'industrie du ciment, indispensable à la construction des infrastructures modernes. La BEAC, fondée en 1972, joue un rôle clé dans la régulation monétaire dans la sous-région, y compris au Cameroun.
La BCD, Banque camerounaise de développement, fondée en 1977, créée pour financer les projets de développement en particulier dans les secteurs de l'agriculture et de l'industrie. Sur le plan social, le Centre national de la recherche médicale et de la santé, CNRMS, fondé en 1971 pour mener des recherches sur les maladies endémiques du Cameroun telles que le paludisme, la tuberculose, avec la promotion de soins de santé. Des centres hospitaliers, la CNPS pour contribuer à la protection sociale des travailleurs et à la couverture sanitaire dans un pays qui manquait encore de système de santé universel. Une université, des écoles d'ingénierie, des établissements scolaires et bien d'autres réalisations. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de cet héritage élodieux, reconnu, approuvé, apprécié, confirmé et réaffirmé qu'a laissé le premier président de la Première République au peuple camerounais de cette Deuxième République? Un jeune homme prenait alors la tête de la Deuxième République du Cameroun dans un contexte selon les faits assez prometteur, mais sans pour autant prétendre que tout n'était que rose, puisque chaque responsabilité engage toujours des oppositions et bien évidemment un soutien indéfectible. Quelques grandes réformes que cette Deuxième République a apportées. Sur le plan politique, l'avènement de la démocratie à travers les lois sur la liberté d'opinion, de conscience, d'association, de multipartisme, qu'il faut hautement saluer. La décentralisation, bien que n'étant pas encore dans son plein épanouissement, démontre une volonté de maintenir un équilibre dans la gestion libre des ressources de notre patrimoine. L'implantation de l'institution universitaire sur l'ensemble du territoire, partant d'une université à l'époque à Yaoundé, à 11 universités de nos jours sur l'ensemble des 10 régions du Cameroun et plus de 500 instituts universitaires privés. Sur le plan diplomatique, cette Deuxième République a influencé le monde diplomatique par la sagesse et l'action dynamique et osée de notre chef de l'État, dont quelques actes majeurs sont la désignation de plusieurs fils et filles du Cameroun à des hautes fonctions internationales quant au système des Nations Unies, dont les plus en vue sont l'actuel président de la 45e Assemblée générale de l'ONU, en la personne de l'ex-premier ministre Philemon Yang, du directeur de la cybersécurité au Pentagone aux États-Unis, en la personne de Charles Kanwa, et plusieurs autres hautes fonctions internationales du genre. Plusieurs sièges des organisations internationales sont logés au Cameroun, on en compte une dizaine. Il a œuvré pour la résolution du conflit frontalier avec le Nigeria en 2002, conflit du Bakassi. Il a œuvré pour l'engagement de la paix et la sécurité en Afrique. Il a été médiateur. Il a œuvré pour la lutte contre le terrorisme et Boko Haram. Il a œuvré pour la diversification des partenaires internationaux, notamment avec la Chine et les pays du Golfe. Il a œuvré pour l'adhésion à l'Union africaine et à la francophonie. Sur le plan défense et sécuritaire, l'école de guerre de Simbo, le IFORCE. Dans la sous-région, le Cameroun est le poumon de ses pays voisins de la zone CEMAC et le seul pays de cette sous-région qui abrite des réfugiés. Et ceci, nous le devons à la politique d'hospitalité de son chef. Sur le plan social, la valorisation du genre passant par la création du ministère de la Femme à celui du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Sur le plan culturel, un ministère des Arts et de la Culture va être créé et avec des écoles de formation. Il n'en demeure pas moins que sur le plan économique, l'échec est catastrophique. Sur le plan de la santé, quoique des infrastructures pour certains ont été créées, mais l'accès aux soins est difficile et les plateaux techniques dépassés. Il laisse vraiment à désirer. Sur le plan éducatif, c'est grave et très grave même. Des écoles et lycées sont créés sur les papiers. Jusqu'à nos jours, les élèves écrivent encore sur leurs genoux, à même le sol et parfois exposé à la pluie et au soleil. Quel cliché lamentable pour un pays comme le nôtre, en plus au XXIe siècle. L'école primaire déclarée gratuite est aujourd'hui plus chère que l'accès à un lycée ou une université publique. Les réalités du terrain sont tout autres. Quant à l'encadrement de nos enfants, même le peu d'enseignants volontaires et dévoués que nous avons encore ne sont pas payés. Des écoles primaires assez complètes ont pour enseignants publics des directeurs qui doivent regrouper 3 classes pour pouvoir suivre nos enfants. Quelques vacataires, parfois non formés, vont compléter le reste par un enseignant pour 2 voire 3 classes. Résultat, le contenu à la limite est irritable. Le secondaire n'est pas en reste.
La même situation prévaut et même pire. Les vacataires sont de plus en plus nombreux que des instituteurs publics. Conséquence, on a des BEPC validés à 6 sur 20 et des baccalauréats à 4 sur 20 pour certains, des cadeaux électoraux. Bref, la majorité des diplômes au Cameroun est validée à moins de 10 de moyenne. Et ça, c'est quand ce n'est pas acheté. Conséquence, la baisse drastique du niveau du quotient intellectuel. Pour preuve, depuis près de 3 décennies aujourd'hui, tous les bacheliers camerounais dans certains pays étrangers subissent des tests de réévaluation. La situation est lamentable. Sur le plan infrastructurel, les Camerounais sont témoins de la situation catastrophique et précaire de nos routes qui sont devenues plus des cimetières que des moyens de déplacement et d'inter-échange de nos populations. On n'en dira pas moins de nos grandes villes, surtout notre capitale Yaoundé, qui est l'une des plus vieilles capitales construites de la sous-région. Un patrimoine historique, siège de toutes les institutions de notre pays, notre beau pays, et siège international de plusieurs organismes internationaux, mais devenu en ce jour un siège de l'horreur de tous les microbes organiques qu'on peut rencontrer dans le monde. Siège de la puanteur et de l'insalubrité caractérisée au visage défraîchi et effrayant, qui n'offre que dégoût et envie de fuir. Abri permanent et indéfectible des moustiques auteurs du paludisme au Cameroun, fabriqués par des usines à immondices, dont l'implantation est autorisée et validée par nos dirigeants, qui malheureusement pour nous, beaucoup d'argent est investi pour résoudre ce problème. Le rapport est désolant et révoltant. Sur le plan de la justice, c'est la tombe du Cameroun. Selon des sources autorisées et de bonne foi, témoins de l'histoire, la justice était appliquée avec rigueur, fermeté et ténacité, et ce dans tous les domaines. Parlant des détournements et de la corruption, mon père m'informe qu'à l'époque de la Première République, puisque je n'étais pas encore né, que les fonctionnaires qui étaient tentés par les usagers de succomber à la corruption prenaient les dossiers de ces derniers et le montant d'argent donné afin d'acheminer cela à leur hiérarchie, et plusieurs des coupables étaient frappés d'une condamnation ferme. Il fera encore mention d'un gendarme qui avait été révoqué parce qu'il avait reçu 500 francs d'un chauffeur. C'est dire que l'impunité n'était pas au rendez-vous de l'application de la justice et personne n'était exempt de censure. Aujourd'hui, on assiste à une justice affairiste, mercantiliste, boiteuse. C'est l'argent qui fait la loi. On ne tient plus compte des intérêts des victimes. Le peuple est abandonné à lui-même. L'opinion publique aujourd'hui est telle que vaudrait mieux négocier avec son voleur ou de le laisser tomber que d'aller encore en justice. Quel climat effroyable. Sur l'application des libertés et des droits de l'homme, le Cameroun est placé parmi les premiers pays qui violent avec flagrance ses droits par des actes de torture, d'abus d'autorité et de la non-application de ses propres lois et règlements. En bref, sur cette action de la gouvernance, le Cameroun est placé parmi l'élite de tête des pays les très mal gouvernés au monde. Au Cameroun, une petite poignée d'hommes regroupés dans l'administration centrale a pris le pays en otage et le gère pour son intérêt égoïste, personnel, familial. De surcroît, pour avoir une meilleure condition, ils vous imposent impérativement à faire partie de leur loge exotérique. Comme quoi, les intérêts des sociétés secrètes priment sur le devenir de notre pays. Quelle abomination! Sur le plan de défense et de sécurité, c'est déplorable, c'est lamentable. C'est avec pleurs et abondantes larmes que je m'exprime sur ce sujet aussi froid que honteux. Je ne dis rien de nouveau. Je porte ici à haute voix le sentiment qu'exprime le peuple camerounais, dont les faits parlent d'eux-mêmes. La grande criminalité qu'on déplore au Cameroun à travers les braquages, les assassinats, les crimes rituels, les actes de terrorisme, les trafics d'organes humains, la gestion de la situation de guerre dans l'extrême nord, dans le nord-ouest et le sud-ouest sont malheureusement entretenus par nos autorités. En effet, je prends tout le peuple du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord à témoin, lequel je ne porte que leurs sentiments et leurs voix ici pour dénoncer la haute trahison de nos forces de défense et de sécurité par rapport à la gestion de ces crises spécifiques. Comment comprendre que les forces ambazoniennes ou séparatistes et consorts ont institué un lundi mort sur l'ensemble du territoire de ces deux régions et l'administration, autorité administrative et forces de défense et de sécurité obéit. Que des bandes armées lourdement armées entrent en pleine ville comme l'ont fait
vont jusqu'à incendier 25 maisons et tuer 22 personnes à coups de fusil tirés en pleine course de ces victimes. Que à Cambay, le même scénario se produit où les bandes armées tuent des élèves et repartent sans aucune intervention des forces de défense et de sécurité dans une zone de guerre. Et que dans chacun de ces cas, les autorités administratives et les forces de défense lourdement armées pour ces derniers vont descendre sur le terrain pour constater les dégâts et rendre compte. On dirait des huissiers de justice. Que sur les zones de trafic marchand entre le Cameroun et le Nigeria, lorsque les usagers arrivent au poste de contrôle des forces régulières, après avoir fini leur contrôle, elles vont aviser ces usagers de la présence des forces amazoniennes et séparatistes. Ils sont devant. Que des malfaiteurs vont entrer en plein jour et enlever le maire de Bamenda II, qu'ils vont tuer par après, et qu'auparavant, ils avaient enlevé le sous-préfet de Bamenda Ier, son commandant de brigade, le commissaire spécial et 2 de ses agents, et repartir en toute quiétude. Le sous-préfet, profitant de la non-vigilance de ses gardiens, va s'échapper alors que les autres seront assassinés. Scène qui va se passer dans une ville où il y a en permanence toutes les forces de défense et de sécurité. Au cours d'un discours du gouverneur de la région du Nord-Ouest, à la passation de commandement entre le préfet sortant et entrant de Bamenda, cette autorité administrative a déclaré, je cite, « Suite à l'enlèvement du sous-préfet de Bamenda Ier et de ses collaborateurs, les forces de défense ont mené des opérations musclées qui ont abouti à la libération du sous-préfet. Il ne donnera pas la destination des 4 autres qui avaient été assassinés. Le rapport du sous-préfet avait contredit littéralement les affirmations de monsieur le gouverneur. Quelle image! Ce ne sont pas les seuls cas de figure de désinformation et d'affirmation gratuite des autorités administratives depuis 8 ans que cette crise dure, pour ne citer que ce cas. Il est donc sans aucun doute aisé de conclure qu'il y a une entente et donc une coalition entre l'administration et les forces ennemies pour gérer ensemble. Ce reste de la population qui a pris le risque de rester chez eux après le départ voit la disparition douloureuse de plusieurs de leurs confrères qui sont dispersés à travers le territoire national et même exilés. Au lieu qu'ils se sentent sécurisés par leurs forces de défense et de sécurité, ils sont plutôt exploités et spoliés dans une entente avec des forces ennemies. Une enquête sur le terrain ne me démentira pas, puisque ce sont les cris agonisants de ces populations que je porte ici devant l'opinion nationale et internationale. Concernant la gestion du budget de l'État, dans la Première République, en fin d'exercice budgétaire, ceux des gestionnaires qui n'avaient pas épuisé leur budget reversaient le reliquat au trésor public. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement un vol à ciel ouvert. Sans risque de poursuite, au point d'avoir suffisamment de courage pour demander la rallonge budgétaire, en plus, avec presque pas de matérialisation concrète. Quel viol! Afin d'apporter des évidences à mes dires, le ministre de l'administration territoriale, Kwayap Enoch à l'époque, en 1968, de regretter mémoire, avait estimé que le reliquat de son budget, qui était de 500 000 francs, était insignifiant pour déclarer l'excédent. Il avait été alors convoqué par le président Amadou Ahidjo, qui lui avait intimé l'ordre d'aller le reverser et de lui apporter la quittance. Quel fonctionnement remarquable! Les agents de l'État ou tout autre salarié ne pouvaient se permettre un certain luxe, notamment l'achat d'une certaine catégorie de véhicules, tout bien confondus. Par contre, aujourd'hui, c'est le luxe qui est le plus en vue, avec des cortèges ministériels en n'en plus finir, narguant les Camerounais sur la chaîne nationale déclarant, et avec explication à l'appui, que les Camerounais peuvent vivre avec 36 200 francs CFA. Aujourd'hui au Cameroun, ce système a réussi à gangréner au niveau du peuple, au point où, si tu ne bluffes pas par le luxe, tu n'es pas pris au sérieux. Résultat, porte-monnaie magique. Et on se plaint de la décrépitude de notre société. Qu'est-ce qui a provoqué la décadence d'un héritage déclaré et reconnu sain? Pourtant, aujourd'hui, c'est dans la misère, la précarité, l'indécence que le peuple camerounais vit au quotidien. La vie de plus en plus chère est là pour confirmer cette analyse. À l'observation, toutes les opinions de bonne foi, qu'elles soient internes ou externes, ont fait le constat selon lequel la malgouvernance qui se caractérise par les détournements des deniers publics, la corruption et l'endettement épuisant dans notre pays, conséquence, taux de chômage très élevé, pauvreté au ridicule, bref, un état de lieu de la vie socio-économique du Cameroun médiocre.
Comment comprendre qu'un pays comme le nôtre, mon cher et beau pays, le Cameroun, baptisé à travers le monde comme l'Afrique en miniature, sous le règne de la Première République dans un premier temps, et de continent sous ce règne-ci, de cette Deuxième République dans un deuxième temps, et peut-être galaxie dans un futur proche, et de par tout le contenu de ses potentielles richesses diversifiées, tant sous son sol que sur son sol, arrive à vivre à un niveau de médiocrité criard, et dans une déshérence grave, alors qu'au départ des indépendances, c'est lui qui portait assistance à tous ces pays voisins et d'ailleurs aujourd'hui plus nantis que lui. Compte tenu du contenu de cette défaillance criard, déplorable et inconcevable du gouvernement actuel de la gestion de la vie de la nation qui persiste, il est d'une nécessité impérieuse et obligatoire, si vous les Camerounais et Camerounaises, vous le désirez pour un avenir prospère, radieux, pacifique et plus rayonnant qu'avant. Il est donc temps que vous agissiez pour une troisième république qui est le changement urgent et effectif par les urnes à l'occasion des élections à venir. Voilà pourquoi je serai candidate à l'élection présidentielle 2025. Voilà pourquoi j'aspire à la magistrature suprême. C'est une mission et un devoir pour moi que de redonner à mon pays ce qui lui a été volé et bien plus. Et lui permettre d'être parmi les pays les plus influents au monde. Un homme a dit un jour, I have a dream. Alors voici le mien. Parce que je crois avoir touché du doigt les réelles failles de cette décadence, de cette décrépitude qui ne fait qu'enfoncer nos maigres espoirs dans l'oubli, dans l'abîme. Je pense avoir trouvé le cordon ombilical qui est censé renouer toutes les régions et les tribus ensemble pour ne former qu'une seule. Toutes les pensées ensemble pour ne former qu'une seule. Et c'est la nation camerounaise qui gagnera. Je crois plus que tout que mon seul adversaire, la seule personne qui peut m'empêcher de m'asseoir sur le siège de décision, d'accéder au palais des Camerounais à Edoudi, pour réaliser cette grande vision, c'est le peuple camerounais que vous êtes. C'est votre désespoir qui fera la différence, car le choix du changement vous appartient. Car c'est notre manque d'amour pour l'autre qui est le réel piège de notre situation actuelle. Parce que vous mangez bien, vous votez celui qui vous donne cette opportunité, bien que vous soyez conscient et consciente de sa mauvaise gouvernance, et vous vous en foutez du reste. Ceux qui votent par appartenance ethnique, les autres ne comptent pas, peu importe les meilleures idées qu'ils proposent. Certains des leaders politiques qui se présentent comme l'espoir du peuple vendent leur espoir à prix d'argent. Ceux qui décident délibérément de ne pas aller aux urnes, prétextant connaître à l'avance le verdict des urnes, c'est de la lâcheté. Car un soldat va en guerre, quelle qu'en soit l'issue de la bataille, il meurt arme au poing. Ceux du peuple qui sacrifient leur propre destinée et celle de tout un peuple pour une misérable et maudite somme de 2000, 5000 francs CFA, peu importe la somme, parfois pour des promesses d'argent qui ne seront certainement plus tenues après le vote. Certains pour une bouteille de bière, car la délivrance d'un peuple vaut bien plus. Afin de mieux me faire comprendre, lorsque je dis que c'est vous seul qui pouvez m'empêcher d'accéder à la magistrature suprême, pour concrétiser cette vision de changement radical qui m'accompagne, c'est pour des raisons suscitées que nous connaissons très bien. Il est donc plus question de trouver un responsable de notre malheur, ou alors de pointer du doigt accusateur sur le chef de l'État actuel, sur son gouvernement, sur le voisin et même sur le colon, car chacun de nous est donc acteur et au même titre que l'autre. Soit pour le changement, soit pour la descente aux enfers, car seulement deux issues s'ouvrent à nous. Lisez entre les lignes. Mais puisque le monde fonctionne ainsi, depuis une certaine époque, et en ce qui concerne la gestion d'un pays, il faut bien que j'aspire à une fonction suprême pour pouvoir résoudre les problèmes que je pense être à la limite évidents et qui sont des solutions évidentes. Même si aujourd'hui on veut nous faire croire que ces problèmes ne sont pas évidents et que leurs solutions le sont encore moins. Et pire encore, qu'il faille les chercher de l'autre côté. Nos problèmes sont ici, les solutions aussi. Les femmes ont toujours pris part aux guerres de libération de leur pays, qu'elles aient été reconnues ou pas, nous ne saurons effacer les faits. Et nous connaissons la plupart de ces figures féminines, chefs d'État, chefs traditionnels, leaders de guerre, activistes, combattantes pour l'indépendance, qui ont marqué leur époque. Certains ont retenu mon attention. Au Sénégal, Aline Sitoé Diatta, en Algérie, Lala Fatma Soumer, au Niger, Saraonia Mangou, en Allemagne, Angela Merkel, secrétaire générale de l'ONU à l'époque, Condoleezza Rice, en Égypte antique, la reine Cléopâtre monarque, qu'on ne présente plus. En Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, chef d'État. Barbade, Dame Sandra Maison, chef d'État. Au Costa Rica, Laura
Chinchilla, chef d'État. En République dominicaine, Sylvanie Burton, chef d'État. Au Libéria, la première femme élue chef d'État en Afrique, Ellen Johnson Sirleaf. Au Cameroun, nous avons Etobel, chef traditionnel à l'époque, figure marquante de la résistance coloniale allemande et française. Au Cameroun, nous avons eu Madame Fomoum, première femme camerounaise à s'engager dans la politique et à combattre les droits des femmes, aux côtés de Ngombe, Nadine, Flora, Germaine Aïdjo, Marthe Tchoumbe et bien d'autres. Nous avons une reine qui a fait 15 années de monarchie, la reine Diakounde, dans le royaume des Bamans. Qu'une femme se lève pour aspirer à la magistrature suprême au Cameroun ne saurait être vu comme un tabou aujourd'hui, car l'histoire a connu sous ses cieux des femmes qui ont porté la libération de leur peuple, telle une grossesse difficile qu'on doit mener à terme à tout prix. Alors, s'il est temps pour le Cameroun qu'une femme mène ses troupes pour commencer une nouvelle ère de l'histoire de son changement, je veux être cette femme et ce sera maintenant. Il ne sera plus question que le Cameroun en particulier dépend d'un pays autre que lui-même pour se mouvoir dans son économie, dans sa sécurité, dans sa gestion, mais aussi dans son éducation et sa santé. Nous allons nous redéfinir, nous repenser selon nos réalités et par rapport à l'évolution des autres pays. Nous allons créer notre système de pensée qui nous permettra de pouvoir nous positionner dans le monde. Surtout que nous jouissons d'une position stratégique qui nous confère une place de choix pour pouvoir fédérer et étendre notre hégémonie vers les autres pays africains afin de nous dresser comme un seul homme et de nous fixer un cap que voici. S'il y a une table où se prennent des décisions sur comment le monde fonctionne ou bien doit fonctionner, le Cameroun doit avoir place de choix à cette table. Si des hommes doivent décider de comment le Cameroun doit fonctionner à partir de leur pays, nous devons aussi décider de comment les autres pays vont fonctionner à partir du Cameroun. Heureuse année 2025, heureuse année du changement, heureuse année transitoire, car je pense que c'est cette année que nous passerons de la Deuxième République à la Troisième. Heureuse de savoir que le jour des élections, les urnes seront le ring de boxe de tous les Camerounais pour le changement du nord, du sud, de l'est à l'ouest, de toute la diaspora afin de se battre pour leur pays, car l'heure du changement ne saurait attendre. Time is up, c'est l'heure. Mais avant d'achever mon discours, j'aimerais interpeller une autre catégorie de héros. Car c'est l'histoire retenue qu'il y a eu des héros dans ce pays, des hommes qui ont tout donné pour la cohésion nationale, qui ont tout donné pour racheter leur pays, qui ont tout donné pour sauver l'héritage de leur pays, des hommes qui ont versé leur sang et sont morts pour sauver leur pays. Alors, il y aura une autre histoire qui ne s'effacera pas non plus. L'histoire de ces hommes tapis dans l'ombre, qui n'ont fait que mener des actes obscurs pour trahir leurs frères, leur pays, pour dénoncer toute action qui a été pensée et menée pour le bien de notre mère patrie. Des traîtres qui ont sacrifié la vie de la multitude pour leurs intérêts personnels, pendant que certains ont sacrifié leur vie pour l'intérêt général. L'histoire retiendra que ces chefs de bande sans foi ni loi ont trahi des bonnes intentions de quelques dirigeants de ce pays que je connais, qui ont bien voulu faire des choses, mais qui ne l'ont pas pu parce qu'ils ont été court-circuités par ces ennemis de la nation. L'histoire retiendra également que des hommes qui n'ont rien à cirer de ce pays, qui n'ont aucun amour pour ce pays, se sont permis de truquer les votes, de bourrer les urnes pour maintenir un système au pouvoir. L'histoire le retiendra. C'était des ragots de quartier, rien de fondé ni de concret, aucune preuve pour justifier de telles allégations, alors prouvez-moi le contraire. C'est à vous que je m'adresse en fin de mon discours, cher gourou de la libération du peuple camerounais, longtemps tenu captif par vos soins. 2025, c'est votre fin. Si c'est la fin de l'oppression, des assassinats, des meurtres, en n'en plus finir, des inégalités de tout genre, si c'est la fin de l'oppression du plus grand nombre sur le plus petit nombre, de la classe plus élevée sur le plus grand nombre de la population qui est rabaissée, c'est votre fin à vous aussi. Alors je vous avertis, n'osez pas en cette année 2025 voler aux Camerounais leur délivrance. N'osez pas voler aux Camerounais leur voix, car une voix c'est un sacrifice. Une voix, c'est un choix. Une voix, c'est une semence qui doit produire. Si on décide de voter au Cameroun la femme que je suis, laissez les Camerounais faire leur choix. Si on décide de voter un quelconque candidat que ce soit, Cabral Libi, Maurice Kamto, ou le chef de l'État actuel, son Excellence le Président Paul Biya, ou tout autre candidat, que cela soit ainsi. Mais s'il s'avère que pendant ce casting qui va se faire, que les Camerounais vont choisir de voter une autre personne que celle que vous avez prévue,
un candidat qui ne vous plaît pas, et que parce que vous avez le droit à la gestion des urnes, l'envie vous prenait de bourrer les urnes pour modifier leur choix, de truquer les chiffres sur les procès-verbaux, ce sera votre fin. Je parle à tout le monde comme je ne parle à personne. C'est un défi que je vous lance. Comme les jeunes aiment à le dire vulgairement, je vous challenge. Je vous challenge tant vous que moi aussi. Ça doit finir. Ça va finir et c'est la fin. À chacun sa responsabilité pour l'élection présidentielle 2025. Aux Camerounais d'aller aux urnes et de stationner devant les bureaux de vote pour superviser la gestion des différents procès-verbaux. Et à vous qui êtes chargés de la gestion des urnes et de la divulgation des résultats, les vôtres. Pendant que les Camerounais iront aux urnes, vous qui avez la responsabilité de compter les voix et de protéger les voix des Camerounais, respectez leurs choix et faites gaffe. Parce que hier, vous avez eu votre temps de gloire, hier, vous avez eu votre temps de parole. Aujourd'hui, c'est mon temps, c'est mon heure et c'est l'heure des Camerounais. L'heure de se battre, non par les armes, mais par les urnes. Heureuse année 2025 encore, à chacun sa responsabilité en 2025 et à tous les Camerounais la victoire. Parce que peu importe le candidat qui sera élu, ce sera la victoire de tous les Camerounais. Il faut un leader à la tête d'un peuple. Je parle de ce véritable leader qui mènera les Camerounais à la terre promise. Et nous allons militer pour qu'il ait ce leader, que ce soit un homme ou la femme que je suis. Le compte à rebours a commencé. Dieu bénisse le Cameroun. À nous la victoire.